الخير عليكم الشباب. فرصة سعيدة لملاقاتكم مرة أخرى. هذه السلسلة بدأناها منذ 18 ديسمبر بلقاءات متعددة. أتمنى أن تكون قد كانت لكم الفرصة على الأقل إذا تكونوا قد حضرتم للقاءات على الأقل de le consulter sur Internet. هذا هو الهم الأساسي في هذه اللقاءات حتى من لم يحضر بإمكانه أن يتابع. إذا اليوم تذكرون السياق، حضرتم سبق لكم حضرتم لقاءات. إذا لن أذكر طويلا بالإطار العام لهذه اللقاءات. تذكرون أن الهم الأساسي سؤال واحد ووحيد، سؤال الهوية، سؤال الإيدونتيتي كما قلت، ولكن لا يهمنا سؤال الهوية كما سبق القول. ما يهمنا أساسا هو سؤال كيف نقارن منهجيا رجاء الشباب كيف نقارن السؤال. ما يهمنا من خلال تعدد المنظورات travers la diversité ou la diversification des perspectives, des façons d'aborder la question, c'est comment parvenir à une conception de la méthode que j'ai traduite par Tadbir Ikhtilaf. Essentiellement, je vous ai rappelé que le concept même de méthode depuis le XVIIe siècle avec Descartes, rappelons-nous, لنتذكر جميعا القرن السابع عشر سؤال الهوية في القرن السابع عشر أتى بعد أن تطهرت أوروبا فيما بينها ليطرح سؤال كيف ندبر اختلافاتنا. Comment gérer nos divergences. Au XVIIe siècle, l'Europe s'est entretuée. Et donc le concept de méthode, c'était ce besoin, cette exigence, ce recours à comment pouvons-nous ندبر اختلافاتنا. Comment pouvons-nous gérer nos divergences. Donc بالإطار العام اليوم أحظى بحضور صديق معروف جدا. ربما هذا غادي تقول لي بحال اللي ما عرفتوش عبد الله إبراهيم. واحد النهار تلاقيت عبد الله إبراهيم le premier président du gouvernement du Maroc الاستقلال ما عرفوش ففوجئت. إيلي مويه هو المسؤول الأول عن تدبير المعماري لمدينة مراكش. هو رقم واحد في تدبير، هو سيصحح لي هو رجاء هو الذي يدبر المعمار في مدينة مراكش. يهمني لأن مدينة مراكش وكيفية تنظيمها هو مسؤوليته، وبالتالي نرى فيما يقوم به نوع من أنواع هويتنا. شكل تقييمنا قد يختلف، ولكن الأساسي أنه هو من يدبر هذه الهوية باسمنا، وهو من يمنحنا صورتنا في مرآته، نرى صورتنا في مرآته هو. Donc je te dirais deux mots peut-être. Yallah. Nous avons des francophones, des amis du sud, de l'Afrique subsaharienne. Donc eux, ils vont profiter parce qu'ils vont intervenir essentiellement en français. Moi, de temps en temps, je ferai le va-et-vient comme à l'habitué entre les langues. Mais essentiellement, vous êtes censés être des bilingues. Donc je n'ai pas à intervenir. Ah, toi, la parole, cher. Bienvenue. Alors, je vais parler en français effectivement, ça marche. Et en plus sans notes. Sans notes parce que on va peut-être avoir un débat et ça sera peut-être la partie la plus intéressante. Alors je me présente, Elie Ngal, je suis architecte de formation, urbaniste sur le tas. Je travaille à Marrakech depuis 1982. J'ai fait mes études à Marrakech au lycée français et je suis ensuite, j'ai fait mes études d'architecture en France puisqu'il n'existait pas à l'époque l'école Maroc. Je suis parti en France puisqu'on parle d'identité, on parlera aussi peut-être d'autre chose que l'identité.
Mais c'est vrai que l'identité, au départ, c'est fondateur pour chaque étudiant d'ailleurs. C'est le moment où on fait des choix. Lorsque je suis parti à Paris, je suis parti avec l'idée de faire l'architecture moderne. J'avais étudié, avant même le bac, j'avais étudié un peu les penseurs de l'architecture moderne. Des gens qui, comme Adolf Loos, ont dit que l'ornement était un crime. Donc par rapport à la tradition marocaine, vous voyez ce que ça fait, parti à Paris avec l'idée qui était générale à l'époque chez les gens de ma génération, c'était de couper avec la tradition qui était considérée comme un folklore. Donc à ce moment-là, on parlait de patrimoine. Si c'est dans un musée, oui, le patrimoine, mais dans la vie, le patrimoine, l'identité n'était plus un concept opérant. Il a fallu que j'arrive à Paris et que je me rends compte que les Français, les Européens, se posaient ce genre de questions à ce moment-là, pour comprendre que je venais d'un pays qui avait un grand patrimoine et que notre génération était en train de l'ignorer. De l'ignorer, ou en tous les cas de le considérer comme quelque chose de folklorique. La lecture du livre de Hassan Fathi, un architecte égyptien, qui a écrit un très beau livre, Construire avec le peuple, et Construire avec le peuple, Hassan Fathi, qui a été publié aux éditions Sindibad, qui a été traduit aux éditions Sindibad dans les années 75 à peu près. Et donc ce livre avait fait un gros effet, parce que justement, Hassan Fathi était le seul architecte du monde arabe qui avait fait une rupture nette et précise avec le mouvement moderne et qui a travaillé sur la tradition, sur le patrimoine de la Haute-Égypte comme étant la source de sa source d'inspiration et sa matière première pour travailler. Hassan Fathi disait aussi autre chose. Il disait qu'on pouvait construire avec de la terre, puisque c'est une des traditions de l'Égypte, de la Haute-Égypte, de construire en terre. Et donc ça nous a beaucoup intéressés. Et personnellement, ça a fait un changement de direction dans mon travail. À partir de ce moment-là, j'ai réfléchi autrement et ça m'a donné envie de revenir au Maroc, ce qui n'était pas évident à l'époque, de revenir au Maroc pour mettre en pratique ces idées. Alors quelles sont ces idées? Il y a différentes catégories de manières, il y a différentes manières de comprendre l'identité, surtout en architecture. Je ne parlerai pas de l'identité à titre personnel, ce serait trop compliqué ici, mais il faut bien comprendre qu'un architecte doit se déterminer par rapport à cette question d'identité. Il ne peut pas y échapper. Il ne peut pas y échapper parce qu'il va produire des bâtiments qui ont une identité. Et donc il doit choisir. Il doit choisir quel caractère il va leur donner, quel est son propos, à quelle école éventuellement il se rattache, une école moderne, une école organique, structuraliste. Enfin, donc cette histoire de l'identité est incontournable. Et donc lorsque je suis revenu au Maroc, j'ai mis en application les idées d'Hassan Fathi, construire avec le peuple, construire en terre. À l'époque, c'était une idée qui était portée par tous les mouvements de gauche, tiers-mondistes, qui pensaient qu'effectivement, c'était un axe travailler sur le matériau, c'est-à-dire refuser en fait le béton, parce que construire en terre, ça veut dire refuser le béton. Refuser le béton, c'était refuser la domination du nord sur le sud. C'était se donner les moyens d'une appropriation à la fois technologique et aussi culturelle, de se détacher des dictats que le Nord commençait à imposer. Ça, c'était il y a 40 ans. Alors, si aujourd'hui on devait y réfléchir, le constat serait beaucoup plus exacerbé, puisque la domination, aujourd'hui on ne dit plus la domination du Nord,
on appelle ça la mondialisation. Mais c'est beaucoup plus fort, la mondialisation c'est beaucoup plus fort que le néocolonialisme ou la domination du Nord. Parce qu'aujourd'hui, cette domination, elle est multidimensionnelle, elle vient de partout, elle ne vient pas spécialement du Nord, elle vient aussi de l'intérieur. Donc il y a beaucoup de questions à se poser sur la question Nord-Sud et aujourd'hui la question de la globalisation par rapport à l'identité. Enfin, pour revenir à mon expérience, parce que c'est quand même ça le fil conducteur de mon travail, moi je suis quelqu'un de pratique, je ne suis pas quelqu'un qui a écrit ou qui a théorisé, Moi je suis parti d'expériences de terrain. Mes premières expériences, c'était de conduire un chantier avec une dizaine d'ouvriers paysans, en fait, parce que c'était même pas des artisans qualifiés. Moi j'ai travaillé avec des paysans. Et on a commencé à construire des maisons en terre crue, ce qui à l'époque était déjà presque perdu, cette tradition était presque perdue au Maroc. On l'a retrouvée que dans quelques régions du sud ou à la campagne, mais j'ai voulu construire des maisons comme un architecte, pas comme un paysan. Ça a eu un certain succès, il faut bien le dire, qui m'a permis de travailler année après année en faisant de plus en plus d'expériences constructives, en augmentant l'effectif des ouvriers formés et jusqu'à constituer un début de ce qu'on appelle une mode. C'est-à-dire que construire en terre était devenu quelque chose de possible, alors que 10 ans avant, c'était quelque chose de complètement folklorique. C'est devenu possible, c'est devenu même un sujet abordé au niveau du ministère de l'Habitat, au niveau des ministères, au niveau de l'État, de se poser la question, effectivement, est-ce que la construction en terre, en plus de régler des problèmes techniques, des problèmes économiques, peut-être même sociaux, il y avait aussi le caractère culturel de cette réappropriation. Et c'est là où on vient à l'identité, la force finalement, et ce qui reste d'ailleurs de ces expériences. Si je fais le bilan de presque 40 ans de travail, ce qui reste, c'est pas les avancées techniques, parce qu'il y en a eu, c'est pas les avancées, l'équation économique qui a été résolue, le problème de la formation, l'acceptation. Tout ça a été finalement résolu. Mais qu'est-ce qu'on retient? Ça ne s'est pas développé. Qu'est-ce qu'on retient? C'est l'impact culturel. L'impact culturel, parce que dans ces années-là, du fait que ce soit devenu une sorte de mode, parce que c'était dans l'air du temps, enfin, en tous les cas, c'est devenu une mode aussi parce que c'est le regard des Européens qui a fait que c'est devenu une mode. Et que les Européens ont reconnu dans cette manière de construire, ils ont reconnu l'authenticité du Maroc. Alors c'était pas complètement vrai, mais en tout cas ils l'ont reconnu comme ça. Et tous les Européens qui sont venus au Maroc étaient demandeurs de produits authentiques. Ils n'étaient pas demandeurs d'autre chose qu'une expression du terroir, une expression du pays. Et on leur a donné cette chose-là. Ensuite, donc cette conquête culturelle s'est faite à travers le regard des autres, à travers l'image qui a été renvoyée. Et finalement, l'architecture de terre au Maroc, ça n'a été finalement qu'un mouvement culturel. Parce que sur les plans pratiques, ça s'est pas, jusqu'à aujourd'hui, 40 ans après, ça ne s'est pas plus développé. Mais ça a servi quand même, je peux le dire, ça a quand même servi, ça a participé à l'identité même de Marrakech. C'est-à-dire cette mode de construction a nourri un mouvement plus général qui était une mode de Marrakech. Et cette mode de Marrakech a mûri à partir des années 80, jusque dans les années 2000, et c'est devenu Marrakech aujourd'hui, son existence dans le monde, c'est quand même une authenticité culturelle. Et elle est née par des petits ruisseaux qui l'ont alimentée. D'un côté l'architecture, la construction, la cuisine, la mode, enfin, donc ça a forgé une très forte image culturelle qui est le principal gisement de richesse de la ville. Il faut bien avoir conscience
que c'est un mouvement culturel qui a fabriqué la richesse de la ville. Toute la ville fonctionne aujourd'hui essentiellement parce que Marrakech a su garder et produire une richesse culturelle. Donc on voit que l'identité n'est pas une question de salon, c'est une question qui doit intéresser aussi bien les économistes que les politiques. Ça fait partie de l'aménagement du territoire au même titre que les grandes infrastructures. Alors, si on veut structurer un petit peu la chose, donc je vous ai expliqué l'architecture de terre, donc la manière de construire et les images qu'elle produit. Je me suis aussi intéressé, à partir de là, à la ville elle-même, c'est-à-dire au phénomène urbain. Et dans le phénomène... Oui, d'abord, une constatation, je vous ai dit que l'architecture de terre et la construction de terre n'ont pas abouti de manière... n'ont pas influé sur la production générale, c'est resté complètement marginal dans les faits, parce que ça s'est heurté à une production de tous les jours, enfin on va dire un marché, on va dire un environnement administratif et technique qui est hostile à tout changement. Alors ça c'est en fait la grande question qu'il faut se poser, plus que l'identité, c'est pourquoi il est si difficile de faire changer des habitudes, même si on sait qu'on a trouvé des solutions meilleures, elles ne seront pas adoptées. Elles ne seront pas adoptées par le système. Ça c'est une grande interrogation. Et en urbanisme, c'est encore plus vrai. Au niveau de la construction, la démonstration est difficile à faire, mais au niveau de l'urbanisme, malheureusement, la démonstration, on l'a sous les yeux. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire une ville plus difficile à vivre que la ville qui est produite aujourd'hui? La réponse, on ne peut pas faire plus difficile. Enfin, peut-être qu'il y a des pays où c'est plus difficile, certainement, mais on ne peut pas se satisfaire de la ville marocaine telle qu'elle est produite aujourd'hui, telle qu'elle grandit aujourd'hui. Ça, c'est un urbaniste qui vous le dit. Je peux vous reposer la question. Est-ce que vous êtes satisfait de la ville comme elle fonctionne? Est-ce que ça vous donne un cadre de vie dans lequel vous pouvez vous épanouir, dans lequel vous pouvez être serein, dans lequel vous pouvez réfléchir et vous concentrer? Bon, moi je pense que la ville d'aujourd'hui ne favorise pas cette quiétude. Donc, au niveau de la ville, j'ai travaillé récemment sur des études d'urbanisme. On voit bien que la ville est produite à la limite sans véritable intention. Et tout le monde se satisfait de cette situation. Pour des gens comme moi, on s'est intéressé à la Médina, on s'est intéressé aux maisons à patio, on s'est intéressé à la manière dont ils étaient construits, le pourquoi de chaque chose. Dans la ville, on a lu, on a vu on voit encore des choses dans la Médina, pour celui qui s'est observé, on voit des choses qui sont très intéressantes au niveau de la vie de tous les jours, de la vie des gens. On voit des qualités dans l'espace traditionnel de la Médina, on voit des qualités qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Et pourtant c'est considéré aujourd'hui comme un modèle obsolète. Alors, la question de l'identité ne suffira pas, la question de l'identité n'est pas un levier peut-être suffisant pour réinterpréter le modèle ancien, le modèle de la ville ancienne. Même s'il est très intéressant, et chacun peut s'en apercevoir en visitant attentivement
la ville ancienne, peut s'apercevoir de la pertinence dans la vie des gens. Parce que la modernité du transport, de la voiture, de la climatisation, du tout à l'égout, n'est pas incompatible avec le modèle de la Médina. C'est ça qu'il faut bien se rendre compte. Parce que souvent, les décideurs opposent un modèle qui est issu du passé et qui n'est plus opérationnel avec les nécessités de la vie de tous les jours. Moi, je le dis, mais c'est une idée qui est très compromise. Moi, je dis qu'il est possible, dans le contexte économique et technologique d'aujourd'hui, de fabriquer une ville qui ait au moins les qualités, qui soit mieux, mais qui ait au moins les qualités qu'on avait dans la Médina et de ne pas les abandonner. Je vais vous donner une illustration. Dans la Médina, vous pouvez être même très pauvre, avoir peu de moyens. Si vous habitez une petite maison avec un patio, même s'il y a 2 chambres avec un petit patio et une terrasse, vous avez l'essentiel de ce qu'une famille a besoin pour être heureuse. Bon. La même famille, lorsqu'elle va dans un nouveau quartier, à Mhamid ou à Tamansour, bon, elle va trouver un appartement au 3e, 4e étage, un appartement de 60 mètres carrés, on va dire, 70 mètres carrés, avec à tous les niveaux des sujets de friction et de contrainte. Ça commence depuis l'entrée de l'immeuble, la cage d'escalier dans l'obscurité. Dans cette cage d'escalier, vous avez un nombre innombrable de portes qui sont toujours fermées, évidemment. Cet espace est mal géré, parce que la copropriété n'est pas rentrée suffisamment dans les mœurs pour qu'il soit bien géré. Ces appartements-là, en plus du fait qu'ils soient bruyants et que ça communique, ils sont ouverts uniquement sur l'extérieur. Et cet extérieur-là, les gens ne le maîtrisent pas. Alors cet extérieur peut être intéressant, comme il peut être tout à fait navrant. On peut avoir un immeuble qui est juste en face, à 8 mètres de distance, des petites fenêtres. Je veux dire, on est dans un univers concentrationnel. Je ne sais pas si, moi comme architecte, pour moi c'est très difficile à trouver des avantages à cette situation quand je connais éventuellement d'où vient cette famille qui avait un bout de ciel qui lui appartient, une terrasse sur laquelle elle peut prendre le soleil, une intimité complète, même si à l'extérieur ça se passe mal, au moins à l'intérieur de ce microcosme, ça fonctionne bien. Et donc la question, c'est que non seulement on perd une identité, mais on perd beaucoup d'avantages qui, eux, sont bien concrets. C'est pas des vues de l'esprit, c'est pas une affaire d'intellectuel. On a perdu, à travers l'urbanisme moderne, on a perdu beaucoup de choses essentielles à la vie. On s'est retrouvé dans des modèles qui sont des modèles d'urbanisme qui sont les mêmes à travers toute la planète. Si vous allez en Chine ou en Thaïlande, vous trouverez finalement un peu les mêmes genres d'immeubles, alignés de la même manière, sur les grandes avenues de la même manière, etc. Ça veut dire qu'entre les deux, on avait la possibilité d'utiliser le patrimoine comme étant une source d'inspiration, et on ne l'a pas fait. Alors, la difficulté lorsqu'on est dans la pratique de tous les jours, c'est qu'on peut identifier, en lisant, en observant, on peut identifier des pistes d'amélioration, aussi bien de la maison que de la ville. On peut être convaincu qu'on a les bonnes solutions.
qu'il est possible de changer les choses et qu'il est possible de les relier. Parce que la question de l'architecture moderne et de l'urbanisme moderne, c'est qu'à un moment donné, on a les architectes et les urbanistes, et maintenant l'administration en général, pensent que l'urbanisme c'est quelque chose de neutre. Ça n'a pas de valeur culturelle, c'est-à-dire ce qui marche dans un pays X peut marcher dans un pays Y, puisque ça n'est que des données techniques, ça n'est que des contraintes, techniques et économiques. Donc tous les pays sont logés à la même enseigne. Bon, c'est pas vrai. Chaque pays, chaque ville même ne doit pas renoncer à produire un cadre de vie qui lui correspond. Et ça n'est pas que des critères objectifs qui entrent en jeu. Enfin, ce que je voulais vous dire, c'est que dans notre quotidien, nous avons essayé, chaque fois que c'était possible, de dire on peut faire une ville différente. On peut faire une ville dans laquelle on est certain que les Marocains qui vont y habiter vont retrouver les choses qu'ils connaissent, et même s'ils ne les connaissent pas directement, ils les comprennent, plutôt que des espaces neutres dans lesquels il n'y a que des contraintes. Eh bien, la difficulté que l'on a lorsqu'on est dans la pratique de tous les jours, c'est qu'on se heurte à soit une hostilité, soit en tout cas une résistance très grande qui fait qu'on n'arrive pas à faire évoluer le modèle. Pour 1000 raisons, il est très très difficile de faire évoluer, la reproduction à l'identique de ce qui s'est déjà fait. Ce qui fait que on est à un moment où les villes sont presque, je ne vais pas dire à maturité, mais il reste encore quelques années de croissance. Ensuite, la démographie, l'exode rural vont baisser, et on aura des villes qui seront ce qu'elles sont, et qui sera très difficile de modifier, parce qu'elles auront existé. Et une fois que ça existe, ça y est, c'est fait. Donc, c'est même pas un cri d'alarme, c'est un constat un peu pessimiste, hein, il faut bien le reconnaître, que des gens comme moi qui ont imaginé qu'un développement différent pouvait être fait aussi bien dans l'architecture, la construction, en travaillant sur les matériaux locaux, que sur l'urbanisme, je dois faire le constat aujourd'hui, avec presque 40 ans de recul, que c'était presque mission impossible. Et je ne sais pas, peut-être que le débat d'aujourd'hui peut ouvrir des perspectives, mais je ne sais pas quel est le levier à actionner pour influer sur le rouleau compresseur de la modernité et de la globalisation. Parce que c'est un rouleau compresseur. Et je sais très bien, je vous ai donné l'exemple de Marrakech, qui a tiré une grande part de sa richesse d'aujourd'hui, de son identité culturelle. Eh bien, de la même manière, les Marocains de demain pourront résister aux mouvements de la globalisation, qui sont des mouvements économiques, qui sont des mouvements très, très puissants, pourront résister s'ils reconquièrent une identité, et si possible une identité dans leur habitat et dans leur quotidien. Pas reconquérir une identité simplement au plan littéraire ou philosophique, c'est pas suffisant. La chose la plus importante pour les hommes, c'est là où ils habitent, là où ils vivent avec leur famille. C'est ça qui est important et l'identité, c'est pas simplement une manière de se présenter aux autres, c'est une manière de vivre soi-même mieux. C'est cette identité qu'il faut protéger. C'est comment on peut vivre mieux, comment on peut protéger son moi intérieur, son groupe, l'harmonie dans la famille. C'est pour ça que
pour ça que les gens, c'est ça que les gens cherchent, et c'est ça que les architectes et les urbanistes essayent de satisfaire. Pour le moment, comme je vous ai dit, la satisfaction, elle est sur le besoin matériel. C'est des mètres carrés, des mètres cubes, des infrastructures. C'est pas encore, on n'est pas encore arrivé au niveau qualitatif où dire ça c'est le quartier ou ça c'est la ville qui me ressemble profondément. Alors, comment on peut relancer le... Dans quelle direction? Oui. Pour leur dire un petit peu, 2 ou 3 petits mots sous forme de conclusion pour qu'ils puissent suivre. نقولها un petit peu بالعربية j'imagine. واحد جوج 3 الكلمات. الأستاذ إيلي موير حاول يوقفنا على من خلال تجربته à partir de son expérience à lui 40 ans de travail. Vous n'entendez pas, excusez-moi juste une seconde. الأستاذ إيلي موير حاول يوقفنا على من خلال تجربته تاع 40 سنة منذ بداية دراسته ومنذ تنقله إلى فرنسا ومنذ عودته على مفارقة أولية، على تناقض أولي. كيف انتقل من المغرب إلى فرنسا لغياب المؤسسة للتعليم الهندسي. في هذيك الغياب ايش اللي حمل معاه؟ حمل أنه انتقل من بلد فيه حضور قوي لمسألة التراث، الإعلامي، ولكن لما كان في أوروبا ايش اللي لقى قضية لورنمون. ما عرفتش vous avez fait attention tout à l'heure الكلمة الأولانية ما فهمتوهاش. عرفتكم ما عرفت. يعني كل ما يتعلق بالتجميل، حين انه هنا شنو هو يعني ما صادفه في فرنسا وفي اوروبا كانت تجربه اخرى فيما يتعلق بالمعمار، ولكن ما فتحه على بين قوسين بواحد المعنى من المعاني ان يتصالح مع نفسه هو تجربه المصري فتحي حسن باش بسمع تاع كونستروير اون بيتون. ياك هاد التجربه المصريه ذات هذا المعماري الكبير الوحيد الذي كان في الوطن العربي حملها إيلي ودخل المغرب ليعمل على تسويقها الى قوسين. لما دخل حكى لكم عن تجربه وغنى مراكش وما الذي جعل من نجاح مراكش مثالا، ان هذا صار مع مجموعه من الصنايعيه كيف سماو انه ردوا البال، قال بينه هو مهندس ولكن كان مع دي بيزون، مع ناس فلاحه يعني ماشي مختصين ماشي قراو. اذا اراد ان يراكم انطلاقا من تجربته من المعيشيه هون، ولكن اراد ان يبني كمهندس. يعني علمه ما بناش بقاو داكشي نخليوه على علاته القديمه. تعليمه كمهندس ولكن تعليمه المتطور من خلال تجربه على مستوى الوطن العربي والمستوى العالمي اللي كانت، لانه التجربه تاع حسن كانت من الغنى انها كانت اعطت بديل على المستوى الحضاري. ملي دخل اصطدم بجوج الحوايج، تجربه نجحت وانجحت مدينه مراكش وانجحت نموذج مثل مراكش، ولكن مع نجاحها كانت مقاومه تاع لو بيتون، مقاومه السمه، مقاومه يعني نموذج استهلاكي معين. السؤال الذي يطرح رغم نجاح التجربه ورغم انها تجيب على تحديات اقتصاديه ومعيشيه والى اخره، رغم نجاحها شنو هو السؤال الذي يطرح؟ كومون pouvons-nous lui trouver un autre moyen pour lui donner une autre chance de réussir. En tout cas, à ce niveau-là, أظهرت عن محدوديتها. نجاحها أكيد ولكنها لم تلقى القبول التام. النموذج آخر وقف عنده إيلي وبغيت نذكركم به، هو اللي قال لكم مسألة بسيطة. لا يرضى، il n'est pas satisfait du modèle donné de la ville marocaine. On peut, dit-il, je rapporte, je le dis sous votre contrôle, c'est pour ça que je le dis en français, on peut faire mieux. On peut faire mieux, surtout quand il est parti sur une comparaison، خصوصا عندما انطلق الى مقارنات مع عاشوا المغاربه. قال لك خرجوا واحد من مدينه مراكش يسكن في مدينه له حق في السماء، الى الدغوا للشمس والسماء. رغم اذا هذاك الحق اللي كان عنده كان تيغني بين قوسين حتى المشاكل اللي كانت خارج الدار. داخل الدار كانت اون ساتيسفاكسيون،
كانت اون ساتيسفاكسيون الى بغيتي تسموها هكا، في حين انه الان هذاك النفس هذاك المراكشي ولا قاطن المدينه القديمه عندما تخرجوا قال لك المحاميد ولا وحده من الاماكن اشنو هو من الاول اشار لكم على المشاكل من الباب ديال اسمه من الظلام ديال الزلزال الى اخره الى اخره الى اخره. اوكي دونك j'ai récapitulé, j'ai repris, j'ai axé un petit peu sur votre sujet où tu veux. Merci. Donc, alors, je peux vous parler aussi d'expérience où on a vraiment essayé de prouver soit aux promoteurs, soit aux décideurs que, sans parler de la ville dans son ensemble, mais au moins au niveau d'un petit quartier ou d'une résidence, qu'on pouvait faire autrement et qu'on pouvait s'inspirer directement de la Médina pour faire un quartier qui satisfait à toutes les contraintes techniques modernes, mais qui serait une prolongation culturelle de la Médina. Alors, beaucoup de gens n'y croient pas. Beaucoup de gens déjà n'y croient pas, puisque beaucoup de gens qui ont été à l'école moderne et à l'école du modernisme considèrent que la référence au passé, non seulement elle est folklorique, mais elle est même néfaste et qu'elle n'a pas lieu d'être. Donc là, il y a déjà une opposition idéologique, soit qui est bien réfléchie, soit qui est assimilée depuis longtemps et que les ingénieurs en particulier reproduisent. Lorsqu'on se place sur le plan, disons, technique, économique, on peut, je l'ai déjà fait, montrer que sur un terrain donné, au lieu de faire X appartements, on peut faire X maisons, le même nombre de maisons par exemple, où on peut satisfaire tous les besoins en matière de confort, en matière de sécurité, d'hygiène, puisque le grand mot des modernistes, c'est quand même d'utiliser l'hygiène et la sécurité pour détruire tous les concepts qui viennent en travers. Donc l'hygiène et la sécurité, ça c'est les grands arguments, des modernes et des bureaucrates. Bon, on peut satisfaire à toutes les contraintes techniques, mais ça passe toujours pas. Ça passe toujours pas, c'est-à-dire que aujourd'hui, les gens se sont tellement habitués à reproduire un modèle de construction qui domine, qu'ils n'imaginent pas qu'au Maroc, on puisse faire autrement. Soit qu'on n'a pas soi-disant qu'on n'a pas le luxe de réfléchir trop longtemps. On est dans l'urgence, et donc puisqu'on est dans l'urgence, il n'y a pas lieu de philosopher, on va dire. Il faut être pratique, il faut continuer avec les solutions qui ont bien marché, il faut continuer avec ça, parce qu'on est toujours dans l'urgence. Mais en fait, comment on va être toujours dans l'urgence? Parce que les bureaucrates adorent ce concept de l'urgence, parce que ça permet de continuer à faire même les pires solutions, de les reconduire. Donc comment on peut sortir de ce cercle vicieux, j'allais dire. Bon, ben là, moi, j'ai pas trop de solutions, parce que toutes les tentatives que j'ai faites, la vérité, n'ont pas abouti. Je voudrais faire partager avec vous, en fait, que c'est un sujet important. C'est pas un sujet théorique, il y va de la vie des gens, mais c'est vrai que il est difficile de convaincre aujourd'hui les gens, vous, moi, de les convaincre que quelque chose d'autre est possible, qu'ils peuvent vivre dans une ville plus accueillante, dans une ville différente, dans une ville dans laquelle ils vont retrouver les fondamentaux qui existent depuis un millénaire à Marrakech spécialement. C'est difficile de faire toucher du doigt que c'est possible et que c'est souhaitable. Je suis dans cette disposition d'esprit. Oui, non, peut-être que ce que je vous dis vous paraît un peu théorique. J'essaye de voir comment
comment vous expliquer, spécialement sur cette histoire de quartier, donc l'idée de faire un quartier qui pourrait être une prolongation de la civilisation urbaine ancienne, la civilisation urbaine de la Médine. Parce que c'est une civilisation urbaine. Cette civilisation urbaine, elle est basée essentiellement sur l'unité de base familiale qui est la maison Apatio, pas autre chose, c'est la maison Apatio qui est l'unité de base. Et ces maisons Apatio, dans la ville, sont reliées par des rues piétonnes, bon, avec une hiérarchie très forte, puisque dans la Médina, une rue, elle a un début, elle a une fin. Une rue, c'est pas une direction qui va de X à truc et qui est coupée par d'autres rues qui vont dans d'autres directions, ce qui fait que pour aller d'un point à l'autre, il y a presque une infinité de moyens d'aller du point A au point B dans la ville moderne. Dans la ville traditionnelle, il n'y a qu'une seule manière d'aller d'un point A à un point B, puisque la rue, elle a une entrée et une sortie. Cette hiérarchie spatiale, c'est-à-dire ce parcours qui est unique, il a une très grande importance. Il a une très grande importance dans la ville. Et finalement, dans les immeubles modernes, même dans les tours d'habitation, finalement, on retrouve, c'est que vous avez des centaines, voire des milliers de gens qui utilisent la même entrée et qui passent par le même chemin. Donc finalement, le monde moderne ici reproduit ça, et on a mis un portier électronique ou un portier réel à l'entrée, et donc on reproduit le système de la Médina dans lequel il y avait un derbe avec un boueb à l'entrée, et de toute façon, la rue étant étroite et n'ayant pas d'aboutissement, il y avait une unité de voisinage qui se formait avec les gens qui avaient l'habitude de vivre et de passer par la même entrée. Eh bien, dans la Médina, il y a d'autres choses intéressantes dans la Médina, mais rien que ça, si on prend la maison d'habitation à Patio et le derbe, rien que ce système-là, on peut le reproduire dans la ville moderne et il peut apporter beaucoup de choses très intéressantes. Mais malheureusement, c'est très difficile de faire admettre à la bureaucratie locale, aux techniciens, que ce modèle est encore, même si on le prouve sur le papier qu'il est aussi efficace économiquement, il est très difficile de faire passer cette idée que ça serait la meilleure organisation urbaine que l'on peut souhaiter pour le Maroc aujourd'hui. Donc, et ça, c'est le frein culturel de considérer que le passé, c'est le passé, et qu'aujourd'hui, si on veut regarder vers l'avenir, il ne faut pas regarder vers le passé. Il faut chercher les solutions dans l'avenir. Or, on voit bien que la démonstration a été faite, qu'en cherchant dans l'avenir, on ne trouve pas plus, on trouve plutôt moins. Alors que moi qui ai fait l'expérience d'aller chercher dans le passé, je peux vous dire que j'ai trouvé énormément de choses pour m'alimenter, et que ça n'est pas par facilité ou par copie du passé, on ne se facilite pas les choses, c'est que c'est une source d'inspiration, et l'homme a toujours construit à partir de choses existantes. Celui qui dit qu'il construit comme un pur esprit à partir de la technique et des données vous ment. Ça n'est pas vrai, on ne construit rien de zéro. La table rase ne produit pas grand-chose, en tout cas en matière d'architecture humaine, elle ne produit rien. On part toujours d'emprunts au passé qui nourrissent le présent et le futur, et c'est difficile de produire des choses intéressantes en dehors de cette méthode. En tout cas, moi, j'en suis persuadé, et spécialement pour des pays, parce que dans des pays très modernes, qui sont à la pointe de la technologie, qui ont déjà derrière eux 2 ou 3 siècles de révolution industrielle, que l'on puisse penser qu'on peut s'abstraire de tout passé. C'est pas ce qu'ils font, mais certains le disent, et c'est pas vrai. Encore, ça pourrait se concevoir. Mais au Maroc, où on a, disons, maximum 1 siècle de modernité, en voyant large, on a un siècle, on n'a pas les moyens des grands pays industriels, je veux dire, qui justifieraient
de plonger dans le futur avec, dans un futur abstrait sans crainte. En fait, la prudence dans un pays qui est intermédiaire, qui se cherche, la prudence, c'est de ménager, on va dire ménager ses arrières, c'est-à-dire garder une main sur ce qui est acquis et chercher à l'améliorer. Mais repartir de zéro ou faire comme le voisin, copier sur le voisin, ce qu'on fait actuellement, pour moi, ça n'a pas de sens. De toute façon, ça ne produit pas. Si ça produisait des choses très intéressantes, je serais prêt à le reconnaître. Mais est-ce que quelqu'un peut dire, dans les nouveaux quartiers que nous construisons, est-ce que les rues sont agréables? Est-ce que les jardins sont agréables? Est-ce que les maisons sont agréables? Bon, certains, à un certain niveau, bien sûr, à un certain niveau social, retrouvent un cadre agréable. Mais est-ce que la vie, c'est l'ensemble. C'est un ensemble. Ça n'est pas un quartier riche qui est agréable et intéressant et tout le reste de la ville est oublié. La Médina, c'est pas ça. La Médina, c'est justement la mixité, c'est qu'on peut être pauvre, on peut être riche, on profite finalement, à la base, on a des choses dont on sait qu'on va pouvoir profiter, qu'on soit riche ou pauvre. Et la ville, elle est faite comme ça. Et c'est à ce moment-là que c'est intéressant. Donc, voilà ce qu'on peut dire. On peut peut-être d'abord leur dire encore 2 mots, 3 mots de mon côté, donc pour un petit peu faire le lien, vous laisser ouvrir même un petit peu le débat pour leurs questions, ça vous permettra de relancer sur d'autres choses. Je tiens à dire une chose, merci. Je tiens donc, je suis ravi d'écouter ça de Daily qui a toute une quarantaine d'années derrière lui de travail, d'adresser cette critique à l'urbanisme, à la politique urbanistique au Maroc, et en particulier aussi à Marrakech, bien sûr, pas bien sûr dans le monde arabe, mais entièrement, je comprends bien, car vraiment, il parle des États et des nations qui ont un passé à ce niveau-là, au niveau architectural, au niveau urbanisme, et qui aujourd'hui, au lieu de quand même s'appuyer sur ce qu'ils ont, sur la richesse qu'ils ont, ils essayent de faire table rase, elle a appelé table rase, et partir copier sur les voisins et les gens d'à côté, alors qu'ils n'ont pas les moyens pour le faire. Ni les moyens, ni les contraintes pour le faire. Ils ne sont pas obligés de le faire, entre guillemets. Donc voilà, sincèrement, ils dénoncent une sorte de dogmatisme, je ne sais pas si le mot qui lui vient à l'esprit. Ou de paresse. Ou de paresse, mais comme la chose, il y a tellement d'intérêt dans la chose, ça dépasse le côté un petit peu paresseux, psychologique, c'est question de fric et j'imagine. En fait, c'est plus pernicieux que ça. Ah. C'est même pas une question purement économique, parce que quand c'est économique, on dit ok. Si c'est économique, on peut pas discuter. Ouais. En fait, c'est un ensemble d'habitudes qui s'est pris. C'est-à-dire, je vais faire le parallèle avec, c'est un point intéressant, entre la tradition et la modernité. Okay. Bon, comme je l'ai dit, la Médina est le reflet d'une tradition. C'est l'accumulation à travers les siècles de traditions qui ont été reproduites. Le système, enfin, dans le fonctionnement traditionnel de la ville, et des maisons, etc., la société étant très stable dans son environnement économique et démographique, etc., je veux dire, la ville d'aujourd'hui, elle ressemble très certainement à la ville du Xe siècle. Donc il y a eu très peu d'évolution, on va dire, ou de changement entre la ville arabe du Xe et la ville arabe du XIXe, avant l'arrivée des Français. Cette très grande permanence, elle est faite parce que le modèle se reproduit lui-même, de maître à élève,
où on reconstruit une maison comme elle a été construite avant, avec les mêmes recettes, et donc le modèle se reproduit par lui-même, et il serait venu à l'idée de personne de le faire varier brutalement. À l'époque moderne, tout passe par l'école, tout passe par l'université, et donc la reproduction de maître à élève, cette presque reproduction organique, est considérée comme pouvant être dépassée et pouvant être remplacée par des gens qui savent, qui ont appris, qui ont un esprit libre, et donc ils vont pouvoir imaginer, être libres de créer sans contrainte, et donc de produire des choses qu'on n'a jamais produites. Effectivement, on a produit des choses qu'on n'a jamais produites. Et effectivement, le système des architectes, des ingénieurs, de la bureaucratie a organisé la ville autrement. Alors, est-ce qu'on est satisfait du résultat? Moi, je pars toujours de ça, parce que c'est pas la peine. Est-ce qu'on est satisfait du résultat? Tous ces ingénieurs, architectes, gens intelligents, bardés de diplômes, est-ce qu'ils font une ville intelligente? Non. Pourtant, cette ville, elle coûte beaucoup plus cher que ne coûtait la ville traditionnelle. C'est incomparablement plus cher si on devait comparer, même à prix égal. Là, d'un côté, on a une ville qui était autorégulée, qui se reproduisait sans être dirigée ou organisée. Bon, alors après, peut-être qu'elle ne pourrait pas résister seule au monde moderne, il y aurait besoin d'accompagnement, mais en tous les cas, pendant 10 siècles, elle s'est faite presque, j'exagère en disant qu'elle s'est faite toute seule, parce que le pouvoir politique, ou les confréries, ou les avaient des influences et réfléchissaient pour orienter les choses. Mais quand même, on peut dire que la ville s'est faite presque seule avec ses habitants. Aujourd'hui, la ville moderne, même si on compte les centaines ou les milliers, je parle même rien de Marrakech, les centaines ou même les milliers de personnes qui réfléchissent, qui ont un stylo, un ordinateur et qui participent à l'agrandissement de la ville. Eh bien, toute cette technostructure, toutes ces personnes, tous les règlements accumulés, on voit bien que la ville leur échappe. Elle ne leur échappe pas à 10 ou 15%, elle leur échappe à 80%. En dehors des grandes avenues, des grands boulevards qui sont maîtrisés et dans lesquels on arrive à diriger un petit peu les choses, et encore, la plupart de ces grands boulevards ont été hérités d'une autre époque, on voit bien qu'on ne maîtrise pas la ville. La ville, elle se fait. Alors que les modernes nous ont promis qu'avec les architectes, les urbanistes, l'administration, les agences urbaines, etc., et tout ce dispositif, qu'on allait pouvoir contrôler la ville, qu'on allait pouvoir lui donner des directions, qu'on allait pouvoir orienter les choses de manière rationnelle. Ça veut dire que la rationalité, qui a été mise en avant au début de l'ère moderne, on a mis en avant la rationalité, on a montré que la rationalité, avec des process, avec des règlements, avec des normes, c'était un système vertueux qui allait s'améliorer et qui allait vraiment apporter à chacun le mieux possible avec les... Et en fait, ça n'est pas vrai. En fait, la ville échappe complètement, aussi bien aux politiques qu'à l'administration, qu'aux architectes, qu'aux ingénieurs et qu'aux urbanistes. Elle échappe à tout le monde. Et donc, c'est là une critique radicale de ce qu'a prétendu apporter la modernité et qu'elle ne peut pas apporter. Même dans les pays très riches dans lesquels ça fonctionne mieux, même très très riches, eh bien on se rend compte que la ville est un système qui échappe. C'est pas comme dans une usine ou dans un laboratoire, ça échappe à la rationalité. Et ça, c'est vrai pour les villes les plus riches et les mieux structurées. Alors, à plus forte raison, dans un pays qui est en voie de développement, qui n'a pas ces moyens
techniques, mais qui n'a pas aussi les moyens intellectuels. Aujourd'hui, pour comprendre ce qui se passe dans la ville de Marrakech, il n'y a personne pour le faire. C'est-à-dire que celui qui est capable ceux qui seraient capables d'en assurer une maîtrise selon les normes de l'urbanisme moderne n'existent pas, ils sont peut-être pas nés encore. Ça, c'est le constat de tous les jours. J'ai travaillé sur le schéma directeur de la ville, j'ai compris qu'on n'avait pas les moyens, même pas techniques, mais même les moyens intellectuels de maîtriser le développement de villes qui deviennent énormes. Et pourtant, le seul intérêt de l'urbanisme moderne, c'est de tout contrôler. C'est ça sa légitimité, c'est de tout contrôler, de tout planifier. Parce que c'est vrai que si on peut décider des choses sur le papier avant de le réaliser sur le terrain, et qu'on peut réfléchir sur le papier, ça coûte moins cher de modifier sur le papier un plan que d'aller le modifier une fois que c'est construit. Eh bien, ça, c'est la légitimité de l'urbanisme. On dit, on est capable de mesurer les besoins, on fait des enquêtes avec un sociologue, avec un démographe, avec des économistes, avec des équipes d'urbanisme, c'est des dizaines de techniciens qui chacun a des outils scientifiques, universitaires, validés, pour évaluer la réalité. Et une fois qu'on a rassemblé toutes ces études-là, on fait une synthèse et on est censé pouvoir prendre des directions et influer sur l'évolution sur le terrain. On donne des directives qui soient écrites ou qui soient dessinées, réglementaires, etc., pour influer sur la réalité. Eh bien, ce système-là ne marche pas. Il ne marche pas selon ses propres critères. Je ne parle même pas de la qualité de ce qui va être produit. Je dis simplement qu'il ne fonctionne pas selon ses propres critères à lui. Parce que la réalité est trop complexe et donc il y a un débordement général. Il faut savoir par exemple qu'aujourd'hui à Marrakech, vous avez peut-être 40 à 50% de ce qui a été construit dans les 10 dernières années, qui s'est construit non seulement en dehors des règles de l'urbanisme, mais il s'est même construit en dehors de toute légalité. C'est-à-dire, ça se construit, c'est le phénomène qu'on appelle les douars. Maintenant, ces douars sont en train de devenir des villes. Donc, toute la légitimité de l'urbanisme, c'était d'éviter ce genre de choses. Et voici que l'urbanisme moderne, il y a la moitié de la production qui lui échappe complètement, et c'est une sorte de production autonome. Alors, cette production autonome, qui ressemble à la production autonome de la Médina. Sauf que dans la Médina, les gens, ils avaient la légitimité pour eux, c'est-à-dire ils pouvaient produire eux-mêmes leur logement sans être dans l'illégalité, ils produisaient avec toute légitimité. Or, maintenant, si on n'est pas capable de faire et qu'on ne laisse pas faire, eh bien, finalement, on n'a rien. D'un côté, on n'a pas laissé faire ceux qui voudraient peut-être se débrouiller en dehors du système, et à l'intérieur du système, ça n'est pas vraiment maîtrisé. Alors, et ça je dis, c'est une critique technique, c'est-à-dire c'est simplement la maîtrise. Après, la direction qui est prise, ça c'est autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'urbanisme moderne n'a pas d'intention. Il n'a pas une direction, il n'a pas d'intention. Il doit satisfaire simplement des besoins de construction. Il ne se pose pas la question de quelle est la ville que les gens ont besoin. Ça, le côté qualitatif, l'urbanisme aujourd'hui ne se pose pas cette question. Parce que c'est une question qui nous dépasse. C'est une question de civilisation, c'est une question philosophique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qu'on souhaite. Bon, l'urbanisme est une activité purement technique, de division de l'espace, d'affectation des fonctions, de permettre ou de ne pas permettre. Ça n'a pas réellement d'intention. Je reprends, s'il vous plaît.
Donc, une critique, le mot a été employé plus que radical, نقد أكثر من جذري. Là, فقط, je poserai tout à l'heure à Elie la question de faire le lien, car moi j'ai lu le lien, j'ai trouvé le lien avec la question d'identité qui n'a pas été, entre guillemets, traitée directement, mais il est là. Comment une société construit, se crée un mode de construire contre son être en quelque sorte, son bien-être en quelque sorte. C'est ça le paradoxe. Et comment, d'abord, il dénonce la prétention des modernes, de la modernité, dans surtout particulièrement la rationalité, la prétention à la rationalité de cette modernité. La prétention à la rationalité de cette modernité, à vouloir tout maîtriser, à vouloir tout contrôler, à vouloir rompre avec cette tradition, et que voilà, résultat des courses, voilà, 50%, jusqu'à 50% de ce qui se construit ici à Marrakech, يتم خارج هذا ويتم بطريقة عشوائية. إذن لا هما لا المعنيين بالأمور تركوا الناس على حال يدبرون أمورهم كما يتصورونها. لهم الحق في رؤية السماء، لهم الحق في التمتع بالشمس، لهم الحق في سكن يحقق شرط السكينة. Rappelez-vous ce lien que nous avons établi un jour, ici même je crois, avec un autre architecte, Warachid Leuda, ce rapport entre habiter et pouvoir de sérénité, car l'essentiel, le fondamental, c'était ça. Voilà un sakin, voilà un habitat qui non pas seulement, il n'est ni dans les normes traditionnelles, qui pourvoit les gens de cette sérénité, et vraiment, il est en dehors du contrôle de ces urbanistes dans la tâche fondamentale, et ça justement. Donc vraiment, Elie a réussi à nous mettre le doigt sur le paradoxe de la modernité au niveau architectural. Je lui donne la parole. Sur mon cas, j'essaie de ça. Oui, je vois. Non, mais bon, pour prolonger, donc l'urbanisme moderne, non seulement ne contrôle pas tout le territoire, il contrôle la moitié, et la moitié, il la contrôle, mais il n'arrive pas à la maîtriser et à lui donner une direction. Mais en plus, cet urbanisme moderne, qui est le reflet de la puissance publique, en quelque sorte, ne produit pas non plus une ville moderne. Parce que si vous allez voir une ville moderne, n'importe où ailleurs, dans les pays qui sont nos modèles, mais la ville est beaucoup plus agréable, elle est moderne mais agréable. Est-ce que la ville moderne aujourd'hui est agréable? Ça veut dire qu'il y a des parcs, il y a des plantations, on est capable que ça reste propre, il y a des règles qui sont admises par tout le monde et qui sont partagées. Je veux dire, on fait une ville moderne, mais en fait, elle n'est pas moderne, parce que la ville moderne est agréable aussi. On fait de l'accumulation. Ça n'est pas vraiment la ville, c'est une accumulation. C'est pas vraiment ce que les urbanistes du mouvement moderne espéraient pour l'avenir. Donc on est dans un produit, en fait, on est dans un produit d'accumulation. La seule chose qui compte finalement, je vais vous raconter une petite anecdote, vous allez comprendre quel est le moteur de tout cela. Le moteur de la vie. J'ai un client qui dépend de l'État, qui est assimilé à l'État, et pour lequel j'avais proposé un lotissement, mais au lieu de faire un lotissement comme ils avaient l'habitude de voir, j'ai proposé un lotissement dans lequel les gens pouvaient faire des maisons à passion. Avec le même terrain, le promoteur voulait 143 maisons, je lui ai amené un projet avec 143 riads. Bon. Il était déçu, il me dit, mais non, moi j'ai demandé des maisons ordinaires. Je dis, bah, de toute façon, les gens peuvent construire une maison ordinaire s'ils veulent construire une maison ordinaire, ils peuvent construire une maison à passion. Parce que si ça n'a pas été prévu avant, c'est pas possible de le faire. Il faut le prévoir au niveau du plan d'urbanisme, maison à passion.
Et donc, dans ces maisons à passion, la voiture, elle reste en dehors du quartier, enfin, dans des parkings autour, et les gens rentrent chez eux à pied, dans des rues piétonnes, des derbes, qui, dans la Médina, c'est 2 mètres, 2 mètres et demi. Nous, on avait mis 4 mètres. Même un camion pompier peut traverser une rue de 4 mètres. Et on avait montré que avec ce terrain, on faisait le même nombre de maisons, on pouvait faire des maisons à passion, mais que les maisons étaient 30% plus grandes, avec le même terrain, les mêmes contraintes. 30% plus grandes, parce qu'au lieu de perdre de la place dans des avenues qui ne servent à rien, la voiture, elle reste dehors, et on peut réduire et on peut donner cet espace soit aux maisons, soit créer des jardins, des places, etc. Donc, sur le papier, mathématiquement, si je peux dire, mathématiquement, j'ai prouvé qu'il n'y avait aucune raison de refuser ce modèle. Et le coût? Non, le coût, c'est le même. Ça aurait coûté moins cher. Parce qu'au lieu de faire dans un quartier habituel, on fait des rues avec du goudron, des bordures de trottoir, des candélabres, etc. Mais si au lieu de faire tout ça, vous avez une rue piétonne qui fait 4 mètres, qui est très facile à construire, vous accrochez la lampe, vous pouvez l'accrocher juste à la façade. Donc ça coûte beaucoup moins cher de faire des rues traditionnelles que de faire des rues modernes. Et ça coûte beaucoup moins cher à entretenir. Parce qu'au lieu de balayer des hectares de voirie, vous avez une petite rue et les gens le balayent eux-mêmes. De toute façon, quand vous avez une petite rue, les gens s'occupent eux-mêmes. Il n'y a même pas besoin de rentrer dedans. Donc j'explique tous ces avantages-là. Et surtout le fait qu'au lieu que les gens ils aient leurs fenêtres avec des gros grillages qui ouvrent sur une rue qui est tout le temps sale, avec des voitures qui sont mal garées, etc. Je dis, là, il n'y a pas de problème, on n'ouvre pas sur la rue. La rue, elle fait 4 mètres, mais on ne va pas ouvrir. On va ouvrir des petites fenêtres. Les gens, ils sont chez eux, ils ont leur patio. Ils ont leur patio qui leur amène la lumière, qui leur amène l'aération. Ils sont chez eux, tranquilles, et ils vivent. Eh bien, le dernier argument qu'on m'a... Parce que ça a été refusé, hein. Le dernier argument, on me dit, mais nous, on veut des parcelles qui font 9 par 9, 81 mètres carrés, 9 par 9 carrés, et ils doivent être tous pareils, parce que pour les vendre, les gens ont peur ce que les gens veulent acheter, c'est 9 par 9. 81 mètres carrés, et surtout qu'il n'y ait pas de contraintes. Il ne faut pas que l'architecte dise comment il faut construire ou comment. Il faut qu'il y ait 0 contrainte. Les gens doivent acheter sans contrainte. C'est ça, la réalité. C'est ça la réalité du marché. Et effectivement, c'est ça qui se fait. C'est que à Marrakech, vous avez des milliers de terrains qui ont déjà été construits selon ce modèle, et vous avez encore des dizaines de milliers de terrains qui ont déjà été découpés, vendus, et qui attendent d'être construits selon ce modèle, c'est-à-dire un modèle neutre. En fait, l'idée qu'il y a derrière ça, c'est que les gens, ils n'achètent pas une maison, de quoi construire leur maison, ils achètent un ticket. C'est un ticket. C'est comme un ticket qu'on peut monnayer. Ils achètent un ticket qu'ils vont revendre, peut-être plusieurs fois. Et donc, comme c'est devenu une sorte de monnaie virtuelle, ces tickets de terrain, comme c'est devenu une monnaie virtuelle, il faut que ce soit neutre. Il faut que ce ticket soit neutre. Il ne faut pas qu'il ait des caractéristiques. Plus il est neutre, plus il est liquide. Vendable. Plus il est vendable, liquide, comme disent les gens à la bourse. Eh bien, voilà le moteur de l'urbanisation. Voilà le moteur de l'urbanisation. C'est qu'on ne veut pas, la qualité est devenue un défaut. C'est-à-dire quand vous voulez donner de la qualité à quelque chose, ça devient un défaut. La neutralité, il faut que ça ait ni odeur ni saveur, et là, ça devient une monnaie d'échange. J'ai essayé de vous suivre. J'ai essayé de vous suivre pour repérer à quel niveau comment peut-on personnifier ce on ne veut pas. Car ou bien, j'ai écrit dans mes notes,
ou bien il s'agit d'une nécessité collective, à mon avis, ou bien car au niveau économique, vous avez prouvé que c'est faisable, au niveau confort, c'est faisable, au niveau rapport à cette tradition, et même à une tradition un petit peu avec un dosage moderne, c'est-à-dire il y a quand même l'accessibilité de beaucoup de choses. Ça, vous avez relevé les défis technologiques, etc., etc. Donc à un moment donné, vous vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose... Effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que le changement ne peut pas être le fait d'individus isolés, comme un architecte, parce que on peut réussir une fois de temps en temps, mais ça n'influe pas. Donc, moi, à mon niveau, je considère que mon travail, c'est pas un échec, mais en tous les cas, ça n'est pas une réussite. C'est-à-dire, l'influence sur la réalité, elle est très faible. Alors, d'où ça vient cette... Ah oui, parce que le même fonctionnaire, si je l'invite au café, et je lui dis, mais enfin, c'est ridicule cette affaire. Moi, je t'ai prouvé par A plus B de manière technique que c'est possible. Qu'est-ce qu'il fait? Je dis oui, moi, à titre personnel, bien sûr que je suis convaincu. Mais que va penser mon chef? Que va penser un tel? Que va penser un tel? Non, vraiment, c'est pas possible. Je ne peux pas convaincre tout le monde. Et donc, c'est des renoncements. En fait, chacun a renoncé à son autonomie. Il n'y a plus de gens autonomes. Chacun s'est trouvé une bonne raison de dépendre de X ou de Y. Et finalement, ça fait une grande inertie générale. Et contre ça, donc c'est un frein purement intellectuel. Parce que j'ai jeté la pierre un petit peu méchamment aux gens que j'ai en face de moi, qui sont des gens, des décideurs, des gens qui ont un haut niveau d'instruction, qui ont une vision globale, qui connaissent le monde, etc. Et qui malgré tout n'arrivent pas à faire le sursaut. À faire le sursaut. Mais en fait, c'est au niveau de l'ensemble de la société qu'il y a cette acceptation d'une sorte de fatalité qui s'installe et qu'on ne peut pas aller contre cette fatalité. Et là, c'est plus difficile. Là, c'est plus difficile à faire bouger les choses. Parce que, en fait, ce qui m'a pas dit ce fonctionnaire, c'est que qu'est-ce que l'urbaniste, qu'est-ce que le grand décideur doit avoir comme... Eh bien, aujourd'hui, c'est le samsara du café qui impose l'urbanisme. C'est lui qui connaît. Parce que le samsara, il te dit, moi, je connais bien des gens. Moi, je connais les gens, je les vois tous les jours, je sais ce qu'ils veulent. Ils veulent 9 par 9. Si tu me donnes autre chose, je ne peux pas te le vendre. Donc finalement, qu'est-ce qu'on nous demande à nous, urbanistes? De se mettre au niveau du samsara. On est arrivé à ce niveau-là. Et tout le monde, j'ai vu des ingénieurs qui avaient fait des stages chez Bouygues, j'ai vu des gens qui étaient aux États-Unis. À la fin, ils finissent par adopter le point de vue du samsara. La médiocrité. Voilà. Alors, est-ce que c'est, on ne va pas rester sur une note aussi négative. S'il te plaît, oui, s'il te plaît, quand même. Mais quand même, oui, s'il te plaît, 2 secondes, le temps que tu réfléchisses sur ce point. Mais quand même, la réalité, c'est ça. Comment cette civilisation, ce progrès, malheureusement, il y a une prétention, parce qu'il y a un progrès, on nous vend un progrès, une étiquette de progrès. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est tirer vers le bas. C'est ce petit chaînon le plus faible, le moins instruit, le plus corrompu de cette chaîne qui décide et qui donne le temps de notre mode de vie aujourd'hui. Et c'est malheureux. Alors, en fait, on n'est ni vraiment moderne, ni traditionnel. Voilà. On n'est pas moderne parce que dans la modernité, il y a constamment un impératif de, lorsqu'on a réalisé,
d'en tirer un enseignement et de modifier le process pour l'étape suivante. Ça, c'est l'impératif de la modernité. On a appris ça à l'école, Vous le reprenez, s'il vous plaît. cité. Vous le reprenez, s'il vous plaît. Vous le dites autrement, s'il vous plaît. Encore Oui. une fois, s'il vous plaît. Faites attention, s'il vous plaît. Faites la- attention, s'il la- vous plaît. La modernité, le paradigme premier de la modernité, c'est de réfléchir, d'améliorer les choses, d'expérimenter, et le résultat de l'expérience, d'en tirer, de faire une analyse, d'en tirer des enseignements, ce qui marche pas, faire le bilan, et de communiquer aux autres aussi, et à soi-même, quel est, pour la prochaine réalisation, quel est le nouveau process qu'on va appliquer de manière à améliorer les choses. Eh bien, ce process qui est le cœur de la modernité n'est pas appliqué. On dit qu'on fait un urbanisme moderne, mais en fait, on n'applique pas le b.a.-ba de la démarche scientifique. En fait, qu'est-ce qu'on applique? Je vous ai dit, la Médina, elle s'est reproduite pendant 10 siècles, celle de Marrakech, en passant de maître à élève, elle s'est reproduite de manière fidèle. Et moi, je suis content du résultat, enfin, je trouve. Mais c'est vrai que le process était purement mimétique. Il s'est amélioré très lentement, mais il ne s'est pas détruit. Il n'y a pas eu de régression. Il n'y a eu que des améliorations très lentes à travers les siècles, mais il n'y a jamais eu de régression. Eh bien, ce qu'on fait aujourd'hui dans la ville moderne, ça n'est que la reproduction mimétique de quelque chose qui a commencé dans les années 50, c'est-à-dire des choses qui sont nées dans une urgence ou dans un moment particulier, et qui sont reproduits fidèlement par les gens. Alors, on parle d'urbanisme moderne, mais en fait, ça n'est qu'une reproduction purement traditionnelle, on va dire, entre guillemets, dans le sens négatif, c'est-à-dire une reproduction mimétique. Et c'est là où c'est grave. Parce que cette reproduction mimétique, elle a force de loi. Il n'y a plus aucune analyse scientifique, à aucun moment. On ne fait pas de bilan, on ne dit pas si c'est bien, si c'est pas bien. On continue sans se poser la question. Et en disant, la Chilartallah, c'est-à-dire la Chilikay, où là, on dit, c'est ça le pays. C'est ça le pays, ça veut dire, bon, ben voilà, c'est ça qu'on mérite. Puisqu'on ne peut pas faire autrement, ben voilà, c'est comme ça. Donc il y a cette énorme fatalité qui n'est pas moderne. Parce que l'on prenne la question de la tradition ou de la modernité, on devrait faire autrement. En fait, c'est de la paresse. Mais c'est une paresse généralisée. Ce n'est pas une paresse de l'élite, c'est une paresse généralisée qui a été partagée, qui est devenue complètement... Bon, alors, comment sortir de cette grande... comment se poser les bonnes questions et par quelle alchimie les gens qui ont trouvé les bonnes solutions, qui ont les bonnes intuitions, comment ils vont les faire partager. Bah, là, vraiment, on est... là, moi, je sais pas, moi je sais construire, hein, je suis un constructeur. J'ai pas les qualifications pour ça. Mais ce que je peux dire en observant un petit peu ce qui s'est fait sur d'autres sujets, on appelle ça une révolution culturelle. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tout est bloqué, on voit que personne n'est capable, ni d'en haut, ni d'en bas, ni du milieu, de faire bouger les choses. Alors, on dit révolution culturelle, ça veut dire on remet les choses à plat et on dit, bon, il faut changer beaucoup de choses en même temps si on veut que ça réussisse. On ne peut pas changer une partie et pas l'autre, ça marche pas. Il faut avoir le recul, le sursaut pour dire, bon, ça marche pas, il faut le reconnaître, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et on se donne les moyens de faire un nouveau saut, on change toutes les règles du jeu. Ça s'appelle une révolution culturelle. Et ça n'est que culturel. Ça ne peut pas venir d'ailleurs. C'est un mouvement de pensée. Mentalité, raison... C'est un mouvement de pensée qui après peut se traduire de manière politique, mais en tous les cas, ça vient de la pensée. Alors ça arrivera le jour où les gens seront fatigués
de leur quotidien et de dire bon, ben, non, c'est plus possible. Ou, bon, il faut dire qu'il y a peu de pays dans le monde qui ont réussi. Hein. La mondialisation, ce qu'elle montre, c'est qu'il y a une massification, que les gens sont pris dans un mouvement dont ils ne contrôlent rien, et ils sont, voilà, la mondialisation, c'est un phénomène, à part les images chatoyantes qu'on trouve sur Internet, la mondialisation, c'est un côté moche. C'est une uniformisation de la planète sous des contraintes. Tous les pays vont finir par se ressembler dans une certaine médiocrité, hein, il faut bien le dire. Maintenant, la chance d'un pays comme le Maroc, c'est que le passé n'est pas uniquement dans les livres d'histoire. C'est ça qui est intéressant. Parce que pour certains pays qui ont tout détruit derrière eux, ils peuvent même pas savoir c'était quoi l'alternative. Or, la chance d'une ville comme Marrakech, et d'ailleurs Marrakech plus qu'aucune ville du Maroc, peut-être avec Fès, mais d'avoir sauvegardé, plus ou moins sauvegardé, mais quand même, d'avoir sauvegardé un tissu urbain comme la Médina, dans lequel vivent plus de 100 000 habitants, et qu'on peut visiter en long, en large, qu'on peut aller voir, ça donne quand même un élément de comparaison, et certainement que s'il y a un sursaut, ça viendra de gens qui auront compris l'intérêt, qui auront visité ce passé. C'est un privilège de pouvoir visiter le passé. On peut visiter le passé. Et on peut comprendre, sentir, pas uniquement à la lecture, parce que la lecture c'est très abstrait, ou des images c'est très abstrait, des images d'archéologues et tout, c'est très abstrait, on ne sait pas. Mais par contre, d'aller voir et comprendre et sentir, eh bien, et à un moment donné, les gens vont se dire, mais on est en train de passer à côté de quelque chose d'important. Et donc, c'est à ce moment-là, peut-être, qu'il y aura un sursaut qui sera culturel. Ce sera d'abord un mouvement culturel, et ensuite, ce mouvement culturel va s'imposer aux politiques, aux administrateurs, etc., qui vont le prendre en compte. Merci. Merci, cher ami. Merci infiniment. Autrement, je tiens à remercier notre ami. On ouvre la parenthèse, on ouvre une petite demi-heure pour la discussion, le débat. Avant, je tiens à vous dire, أذكركم بشيء أساسي. ها أنتم ترون أن سؤال الهوية ليس سؤال حنين، ليس سؤال حفر في الماضي، ليس سؤال بكاء على أطلال. فتح العكس شنو سماها une révolution culturelle، ثورة ثقافية، فتح على مستقبل، لا لمبايعة شيء ماضي، لا بالعكس tout notre ami Ili a dit tout à mettre à plat et repartir pour voir qu'est-ce qu'on peut, comment peut-on. إذا هذه الأسئلة الجميلة هي التي كانت وراء اختياراتنا في هذه السلسلة من اللقاءات التي زكاها بطريقته صديقي الأستاذ إيلي مشكورا. النقاش مفتوح، رجاء أن يتقدم كل منكم بسؤاله ويقدم نفسه ويقدم المصدر الذي يمثله، وبقدر ما يكون السؤال واضح يعني مختصر تكون الإجابة فرصة للإجابة ولتحت إيضاحات أكثر. تفضل. S'il vous plaît, donc un petit peu de scotch, s'il vous plaît. D'accord, bonjour. Je me présente, je suis Fatima Zaraïf, étudiante en master de droit public interne et organisation publique et civile territoriale. Je vous remercie d'abord parce que vous avez traité ce sujet d'identité du point de vue de l'architecture. On peut dire que l'architecture est l'une des piliers constitutifs de l'identité. Mais comment on peut garder et protéger cette architecture devant tous ces changements, la mondialisation et l'urbanisation? Merci. Donc, comme dit Fatima Zahra, j'ai 3 questions. La première, d'abord, merci de votre exposé et votre effort. C'est un sujet très important. J'ai 3 questions.
La première, puisque vous êtes un architecte, chercheur, comment vous voyez les bidonvilles et quels sont les efforts de l'État et du Conseil des architectes pour résoudre ce phénomène. Je fais des critiques à l'urbanisme. L'architecte réfléchit sur le papier. Ça veut dire un plan. Sans discuter avec la propriétaire ou le propriétaire qui va vivre dans cette maison toute sa vie, sans respecter ses désirs. Le très important, c'est de respecter les normes éclairage, hygiène, sans discuter avec le propriétaire qui va vivre dans cette maison. Quelle est l'architecture qu'il a pliée. Au niveau de suivi de travail, comment expliquez-vous les bâtiments et les maisons qui tombent d'un temps à l'autre? Concernant les façades, comment vous expliquez qu'on trouve des diverses façades dans le même quartier? Où est le suivi des bureaux d'architectes et l'administration au niveau du bureau d'urbanisme, au niveau de la province et la municipalité? Comme concernant les chercheurs, le conseil que vous donnez aux gens qui vont lauréat et aller vivre dans des appartements de 50 à 60 mètres. Et merci. هذا الموضوع كان انتباهي خصوصا انني رئيس في لجمعيه ثقافيه تهتم بالامراض جمعيه خاصه بالبرنامج التنميه والبيئه والمحافظه على التراث. سؤالي في هذا المجال، هل هناك من مساعدات تقنيه للجمعيات في هذا المجال؟ لاننا يعني لا نجد وسائل للعمل في خضم هذه التحديات، ان الواقع يطلب شيء والدوله مثلا تطلب شيء والواقع شيء اخر. لا نجد وسائل للعمل وكذلك وسائل لربط الحبال بيننا وبين الدوله في هذا المجال، ومن اجل احياء التراث المعماري ليس فقط في المدن بل حتى في القرى، لان هناك نجد في القرى مجموعه من المآثر التاريخيه التي تساعد او تسهل العديد من الامور، منها تساعد في السياحه مثلا الى غير ذلك، وتحافظ على تراث الدوله بصفه عامه. وشكرا. مصر العلوم الجنائيه والامنيه. L'initiative Khouloud, master modélisation, analyse mathématique des cycles dynamiques. À mon avis, ce qui empêche d'avoir cette perception de s'inspirer de notre patrimoine pour avoir des idées innovantes et modernes, mais en même temps qui nous représentent, c'est le fait d'avoir un penchant à tout rejeter et à imiter, peut-être par paresse, par dépendance ou par peur du regard des autres, au lieu de faire un effort pour donner des cours à notre création tout en se basant sur ce que nous représente. Donc pour moi, on doit s'arrêter un petit peu et contempler la richesse de notre patrimoine, de nos principes, aussi être fiers de tout ce qui nous représente et de croire que c'est notre responsabilité de le conserver. Et aussi, ça mène les étrangers à nous respecter parce que
parce qu'on n'est pas juste des photocopies d'eux, mais on a fait un effort pour mettre en avant ce qui nous représente. Et merci. Merci pour votre présentation. Alors, je suis Mohamed Saoued, master en réalisation et calcul scientifique pour l'ingénierie mathématique. Et ma question, c'est, vous avez dit que si on change notre domicile d'une maison traditionnelle avec une terrasse vers un appartement de 70 mètres, on perd notre identité. Si on fait le chemin inverse, alors c'est-à-dire d'un appartement vers une maison traditionnelle, est-ce que ça applique aussi? Ça, c'est la dimension vicieuse de l'humain. C'est très scientifique. Très positif. Et voilà. Est-ce qu'on a des réponses? Non, non, c'est bien. C'est scientifique. Voilà. Bon, attends, on va faire ça avec ça. Genre, on va. Une dernière. Une dernière, oui, absolument, je vois. Donc, je pense que c'est. Bonjour. Je suis Amadou Diallo, étudiant aussi en master en modélisation. S'il vous plaît. Pour appuyer ce que vous avez dit, en fait, pendant les vacances passées, quand j'étais au pays, j'ai rencontré. C'est où dans le pays? Le Mali. Le Mali. Ouais. L'ami d'un père le père d'un ami qui m'a dit que quand on lui a dit que j'étais à Marrakech, directement la première impression qui lui est venue, c'est la ville ocre. Je voulais lui dire que ce n'est plus le cas, puisque j'ai vu des exceptions, les maisons ne sont plus de cette couleur. Et vous avez aussi dit on peut créer, garder, conserver le patrimoine tout en vivant mieux. Mais le problème c'est que, puisqu'on voyage de nos jours, et qu'on part dans les pays qui ont aussi leur modernité à eux, les gens ont tendance à essayer de créer des choses jusqu'à ce qu'on perd notre patrimoine. C'est ça ma question. Okay. Comment améliorer ça? Merci. Donc, alors, on ferme cette première liste. Notre conférencier prendra le temps de faire une synthèse, de reprendre. D'abord, la mathématicienne qui a parlé pourrait faire la prochaine conférence, parce que je crois qu'elle a compris le débat sur le sujet, et ça fait plaisir. Le second mathématicien a posé une question redoutable. Est-ce que le process peut être inversé? Alors, je dirais, pour bien comprendre, parce que peut-être qu'on n'est pas rentré au fond. C'est, pour nous, quand je vous parle de la maison à patio, bon, bien sûr, tout le monde ne peut pas habiter une maison à patio. Le monde moderne est fait d'une telle massification démographique que ça va devenir un luxe. Mais ce qui est déplorable, c'est de se le refuser. Pour ceux qui peuvent, quand c'est possible, de se le refuser. Alors, pourquoi cette maison à patio est pour moi quelque chose de consubstantiel à l'identité marocaine? C'est ça la question. C'est pas la décoration avec les éliges ou les camaudes, c'est pas ça l'architecture. Ça, ce sont des choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire. C'est pas une question d'ornement ou de décoration, le patrimoine, la tradition. La question, c'est que nous avions un type d'habitat introverti, c'est-à-dire fermé sur l'extérieur, introverti, fermé sur l'extérieur, qui ne puise sa lumière et son air que sur un intérieur qui est entièrement maîtrisé. Personne ne peut intervenir entre vous, qui êtes dans la maison, et le ciel, qui est au-dessus. Donc, c'est cette verticalité qui est importante. Chaque famille est dans une verticalité. Elle est sur terre
avec un bout de ciel qui lui appartient. Ça, c'est irremplaçable, d'avoir un bout de terre et un bout de ciel qui vous appartiennent et sur lequel vous êtes maître. Et donc, cette dimension verticale, la dimension d'introspection, c'est-à-dire qu'on est fermé sur l'extérieur. On est fermé sur le regard, on est fermé sur le bruit, on est fermé sur l'intervention dans votre intimité de quiconque. Donc de maîtriser cette clôture. Donc vous avez la clôture, l'ouverture sur le ciel. Ça suffit à faire le bonheur d'un homme. Et les Marocains ont vécu des milliers d'années, mais disons à Marrakech, disons juste 1000 ans, dans ce contexte. Et tout a été créé, tous les arts ont été créés dans ce contexte. Donc comment comprendre l'identité si on enlève la chose, le creuset principal, c'est-à-dire ce qui a fabriqué l'homme, c'est son contenant. L'homme, il est liquide, c'est le contenant qui est solide. Donc, comment comprendre l'identité si on ne fait pas référence à cette expérience? L'expérience qui était l'expérience de toutes les familles. L'appartement n'était pas non plus en Europe, n'était pas non plus le mode d'habiter privilégié des Européens. L'appartement s'est imposé tardivement, en Europe. Et ne croyez pas qu'en Europe ça n'a pas été un traumatisme. Bon, mais c'est un traumatisme qui maintenant est tellement loin et qui a été suffisamment assimilé pour être relayé par d'autres identités. Mais au Maroc, est-ce qu'on peut dire qu'on a créé d'autres identités plus intéressantes que cette identité-là de la vie intérieure? Alors quand je dis vie intérieure, oui, la maison, c'est la vie intérieure. Aujourd'hui, les hommes en étant extravertis à 100%, parce que les Marocains sont aujourd'hui complètement dans leur habitat, ils sont complètement extravertis. Est-ce qu'ils sont heureux de cette extraversion? Est-ce qu'ils vivent avec? Non, ils ne vivent pas avec. Des Européens peuvent être heureux dans l'extraversion. Les Hollandais ont des grandes baies vitrées qui regardent chez le voisin, ils ne mettent même pas de rideau. Et ça ne les gêne pas. Ils sont dans leur élément, ils ont acquis cette culture-là comme une identité. Ils en ont eu peut-être une avant, mais en tout cas aujourd'hui ils sont là-dedans. Est-ce que au Maroc, on peut imaginer que les gens ont cette ouverture sur l'autre tellement généreuse qu'ils sont prêts à s'ouvrir? Non, les gens ne peuvent pas vivre dans cette extraversion. Et pourtant, tout l'habitat est extraverti. Alors, ça crée une sorte de schizophrénie entre ce que les gens ont en tête réellement et même ce qu'ils demandent. Parce que si on demande aux gens, ça rejoint la question, est-ce qu'on interroge les gens? Aujourd'hui, si on interroge les gens, ils ont des réponses qui sont fabriquées par leur environnement. Ils n'ont pas une réponse du cœur. Ils ont une réponse qui est fabriquée par la société qu'ils connaissent, et donc ils vont vous reproduire des raisonnements qui ne sont pas d'un très grand intérêt. En tous les cas, pour les interroger, il faudrait être psychologue pour arriver à pour dépasser la parole et aller chercher qu'est-ce que vraiment ils veulent. Et la question, de toute façon, à la limite, ne se pose pas, parce que jamais dans l'histoire on a accordé autant d'importance à la parole de l'individu, comme si l'individu en son être était capable de produire seul des significations supérieures. Non, pas vrai. Il n'est qu'un reflet. Il ne faut pas demander. Dans la tradition où les choses se reproduisaient, on n'accordait pas à l'individu une telle importance. On considérait que l'homme étant l'homme, on savait ce que l'homme avait besoin pour vivre, et donc partant de là, on n'a pas besoin d'aller chercher monsieur untel, comment. Bon, c'est un privilège bourgeois de pouvoir dire je souhaite, oui. Lorsqu'on a dépassé les besoins primaires, après on peut avoir des besoins secondaires, tertiaires, on peut avoir 3 maisons, une pour chaque époque. Bon.
c'est pas la question. La question, c'est qu'on parle de la société dans son ensemble. Quel est le besoin, le plus petit dénominateur commun de la société? Parce que la société évolue quand même ensemble, il faut satisfaire un besoin d'ensemble. Après, les individus peuvent avoir des besoins différents, mais c'est pas ce qui nous occupe. C'est pas ce qui nous occupe. On ne peut pas faire, en tous les cas, avec la somme de besoins individuels, on ne peut pas faire une société cohérente. Mais ça, c'est un débat qui nous entraîne d'être un peu loin. En tous les cas, pour revenir à cette question d'identité, il faut savoir que, bon, d'abord, si on parle de l'identité dans les arts et traditions marocaines, la plupart des arts et traditions marocaines se portent bien. La cuisine, la mode, la broderie, la peinture, la musique, etc. On peut dire qu'il y a une certaine continuité dans les arts et traditions populaires, sauf en urbanisme. C'est ça. Or, l'urbanisme, quand on dit urbanisme, c'est-à-dire la ville, elle concentre au Maroc, à mon avis, je n'ai pas le chiffre exact, mais elle doit concentrer peut-être 60 à 70% de la richesse nationale. La ville concentre l'essentiel de la richesse nationale. Si on vient voir le patrimoine des Marocains, il est essentiellement foncier. Ils n'ont pas d'actions à la bourse, ils n'ont pas forcément des retraites importantes. Donc l'essentiel de leur patrimoine, c'est du terrain et du bâti. Et donc c'est l'essentiel de la richesse. Maintenant, le problème qui nous occupe, c'est qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui a empêché, qu'est-ce qui empêchera que ce patrimoine, puisque c'est l'essentiel de notre richesse, pourquoi on n'investit pas un peu plus dans cette richesse? Puisque c'est, je veux dire, à la fois c'est la richesse principale, et en même temps, on voit bien que les gens n'accordent pas suffisamment d'importance à la qualité de cette richesse. Cette richesse va très mal vieillir, parce que ce patrimoine va très très mal vieillir dans le temps, parce qu'il ne va pas répondre aux attentes qualitatives des Marocains du futur, qui dans 50 ans, les Marocains du futur ne voudront pas de la vie d'aujourd'hui. Ils n'en voudront pas. Ça veut dire que les gens qui ont investi dans ce patrimoine-là, il sera obsolète. Il perdra de la valeur. Il faudra le détruire pour en faire un autre. On peut le prévoir. Pourquoi des éléments qualitatifs la qualité ne coûte pas grand-chose. La qualité, ce n'est pas un coût supplémentaire. On peut injecter de la qualité dans un process constructif sans alourdir trop le prix. Mais pourquoi c'est la chose la moins partagée? Ça, c'est la grande. Voilà, ça c'est le point de vue culturel. C'est-à-dire qu'on peut donner une explication quand même. Je vous ai dit tout à l'heure, on a été dans l'urgence. C'est-à-dire que depuis l'indépendance, on est toujours dans l'urgence d'un déficit de construction. Et cette urgence a justifié beaucoup de choses. Ensuite, il y a cette boulimie des gens d'accumuler. D'accumuler, ça veut dire que le patrimoine construit, le foncier, c'est une manière d'accumuler et de préparer son avenir, sa retraite. Donc, c'est une accumulation frénétique. Ce n'est pas une accumulation sereine. C'est une accumulation frénétique, on accumule le maximum, on construit. Regardez, la plupart des gens construisent 2 fois plus grand quand ils ont la possibilité que leurs besoins. C'est donc une sorte de boulimie de celui qui a manqué et qui va ramasser le maximum. Mais ça, nos enfants n'en voudront pas de cette accumulation. Parce qu'elle ne signifie pas, elle n'est pas très signifiante. Donc, oui, l'identité, c'est le seul levier. L'identité ne coûte pas grand-chose, mais par contre, ça peut rapporter beaucoup. Mais à quel moment ça reprend pied dans le processus de reproduction? Ça, j'ai pas la solution. Alors, vous avez parlé de façades différentes, de choses. Bon. La diversité n'est pas en cause.
même si le paysage urbain peut paraître parfois un peu chaotique, c'est pas le problème principal. Il peut être chaotique et en même temps, vous savez, les gens qui ont visité la Médina au début du siècle, les étrangers, avaient l'impression que c'était un domaine chaotique. Ils ne comprenaient pas la cohérence de ce tissu urbain. Ils ne voyaient que le côté chaotique, le côté labyrinthe, le côté où ils se perdent, ils n'ont pas une vision. Lorsqu'on vient de villes européennes avec des grandes avenues tracées, les gens arrivent à se situer dans la ville. Un étranger qui rentre dans la Médina n'arrive pas à se situer. Il n'a pas de vision globale, il pense que c'est quelque chose de chaotique. Or, les gens qui ont étudié depuis se rendent bien compte que la logique interne est très forte. Il y a une logique interne, il faut juste prendre le temps de la comprendre. Voilà. Maintenant, je peux vous confirmer que les espaces modernes sont réellement chaotiques. Alors que c'est des grandes avenues bien tracées, il y a un chaos, alors même que géométriquement, ça a l'air d'être bien réglé. Et c'est plus difficile à voir le chaos dans la ville bien réglée que dans la Médina. Alors, est-ce que ce passé peut réellement servir? Ben, comme je vous ai dit, le passé c'est juste un révélateur, ça permet juste de... Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on comprend lorsqu'on voyage. Lorsqu'on voyage, il y a des choses chez soi qu'on n'a pas compris, et lorsqu'on voyage dans un autre pays et qu'on voit les mêmes choses, ça concerne toute activité humaine, ça nous permet, ce qu'on appelle prendre du recul, ça permet de comprendre ce qu'on a chez soi, et parfois d'apprécier ce qu'on a chez soi, qu'on n'a pas apprécié à sa juste valeur. Donc c'est par la différence et par le voyage. Eh bien, quand je vous dis le passé, c'est que, spécialement à la Médina, c'est un voyage dans le passé. Et ce voyage dans le passé va vous faire prendre conscience par opposition. Et c'est la seule manière, c'est d'être immergé dans un ailleurs pour pouvoir comprendre ce qu'on a perdu ou ce dont on a besoin intimement. C'est là où c'est intéressant. C'est une expérience. C'est pas intellectuel, c'est une expérience. Voilà, je ne sais pas dans les autres choses. Un dernier mot. Oui. Bon, c'est votre génération de prendre le relais, de réfléchir comment trouver les leviers à titre individuel d'abord, c'est-à-dire faire l'effort soi-même de comprendre, comme j'ai dit, à travers la découverte du passé, on doit apprendre plein de choses, savoir quelles sont les choses importantes. Et c'est sûr que cette question de l'identité, même si on ne veut pas se confronter à l'identité, de toute façon, le monde mondialisé va nous poser cette question d'une manière de plus en plus brutale. Moi je suis convaincu que seuls les pays qui auront réussi à cultiver leur identité, je dis cultiver, ça veut dire il faut prendre le temps de cultiver son identité, c'est pas uniquement revendication. Oui, la cultiver, de la conforter. Seuls les pays dans la mondialisation, seuls les pays qui ont une identité forte, collectivement, résisteront à la mondialisation. Sinon, il n'y a plus de limites. On n'est plus nous et il n'y a plus eux. On devient fondu dans un grand magma. Et à partir de ce moment-là, seuls les plus forts surnagent. Mais collectivement, non. Pour qu'une collectivité puisse se défendre, en quelque sorte, ou qu'elle puisse exister et réagir, il faut qu'elle ait une identité commune, qui est l'ADN culturel commun. Sans identité, sans culture commune, l'identité s'effrite, et les moyens de réagir, il y a de moins en moins de réagir. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a 40 ans, au Maroc, beaucoup de gens étaient très critiques de l'étranger, très critiques des apports de l'étranger. Il
tout le monde s'est posé la question, donc il fallait digérer, aussi bien en technologie qu'en sciences, qu'en littérature. C'est valable pour tous les domaines. Donc il fallait digérer. Aujourd'hui, on n'est même pas à la question de la digestion de cet apport, parce que cet apport nous envahit de toutes parts, et à la limite, on ne se rend même plus compte que c'est un apport étranger. Bon, je ne veux pas dire que l'apport étranger, il faut juste le digérer, parce que on ne peut pas faire l'économie, de chercher et de trouver pour soi-même. Adopter les solutions des autres, c'est effectivement une solution de paresse. On fait l'économie, mais si on ne l'a pas digéré, les solutions qui sont trouvées, elles n'ont rien à voir avec ce que les autres vivent. Hein. C'est ça la question. Si on est capable d'avoir le même produit qu'à l'étranger, dans les pays riches, c'est la Silicon Valley qui alimente le mieux le web. Si on est capable d'avoir les conditions, pourquoi pas? Mais n'avoir que des illusions et finalement ne pas fabriquer soi-même et vraiment construire la ville, c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même. Personne ne le fera à notre place. Et surtout, on est libre de le faire comme on veut. C'est ça qui est extraordinaire. On a abdiqué cette toute-puissance qu'on avait de pouvoir construire son environnement de toutes pièces, et pour des raisons faibles, on a abdiqué ce pouvoir. Voilà. Merci. Je remercie mon ami Elie Moyet de ce partage. Il a partagé avec nous cette expérience qui était la sienne et qui est la sienne pendant 40 ans. Je renouvelle mon remerciement à vous.